Bonjour tout le monde. En fait, lorsque c'est Mahmoud et Abdelhamid m'ont demandé le titre de ma communication, de mon exposé, j'avais hésité entre Bourguiba par lui-même, que j'avais déjà utilisé, c'était assez parlant, et Bourguiba et son double ou ses doubles. Pourquoi? Parce que tout au long de son parcours, Bourguiba avait un compagnon, j'allais dire une ombre portée, un double narratif dont je vais essayer de dire deux ou trois mots ici. Bien sûr, parler de Bourguiba est toujours euh, un peu trop évident, trop facile et tellement difficile parce qu'il s'agit d'entrer et surtout de sortir du gros corpus bourguibien, l'immense tas de souvenirs, d'archives, d'écrits, de paroles, d'enregistrements, un corpus immense qui n'est pas et qui pourtant reste et toujours en l'attente de ces historiens. On sait que les biographes de Bourguiba, après la magistrale biographie de Souhir et de Sophie, attend toujours une thèse professionnelle. Ça, c'est l'une des bizarreries de l'histoire et de l'historiographie tunisienne, c'est qu'il n'y a pas toujours une thèse sur la vie et l'itinéraire, la vie politique de Bourguiba, une thèse au sens professionnel. Donc, je vais essayer de dire quelques mots sur ce corpus. Tout de suite, je le dis, j'ai utilisé un peu le même matériau qu'a utilisé mon ami Mohamed Karrou tout à l'heure, mais je ne vais peut-être pas en parler de la même manière. Je vais commencer par dire que j'aborde ce corpus en essayant d'être historien. Je l'aborde en apprenti historien, si vous voulez, parce qu'on est toujours dans l'apprentissage de l'histoire, quel que soit l'âge où on est arrivé. Je ne crois pas, moi, que la parole bourguibienne soit juste un témoignage, ni même un mythe, comme dit Mohamed, encore qu'il y a de ça, hein, ça c'est clair. Je crois qu'il s'agit encore de cette masse de données d'énoncés. Elle est à portée des historiens, elle attend, comme j'ai dit, ces historiens, mais elle reste en l'état où elle se trouve aujourd'hui comme une sorte d'archive. Archive dans les deux sens, au singulier et au pluriel. Au pluriel, bien sûr, la définition est bien connue, c'est les traces documentaires, qu'elles soient administratives ou mémorielles, etc., que laisse un personnage, un temps, un groupe, une société de son passage dans le temps. Ça, c'est assez connu, c'est la définition que prise les historiens et qu'empruntent généralement tous les chercheurs et les thésards en histoire. Il y a aussi d'autres définitions. Vous savez, avec l'intrusion de Michel Foucault dans la plate-bande des historiens, on a commencé à parler de l'archive, une archive. Sauf qu'avec Michel Foucault, on était dans une hésitation, dans un pas de deux, ou alors parce qu'il était boulimique, il adorait travailler sur les archives, il a travaillé avec une grande historienne, il était tellement fasciné par ce monde incroyable, de ces paroles infâmes, comme il disait, de cette parole de la rue, des lettres de cachet, etc., qu'il voulait les publier en l'état. Il voulait que les archives parlent d'elles-mêmes. C'est un peu une croyance naïve dans des archives ventriloques, quoi, qui parlent d'elles-mêmes. Par ailleurs, il donne une définition à lui, comme souvent font les philosophes, parce qu'il faut forger ses propres concepts, en disant que l'archive est un ensemble, un système ou un dispositif d'énoncés qui parle d'un temps, ou alors qui se prête à l'interrogatoire, à l'analyse de l'archéologue, justement, le préposé aux archives, qu'est Michel Foucault par excellence. Et moi, ma foi, la parole, l'archive bourguibienne correspond complètement à cette définition, comme elle correspond à la définition plus classique, plus connue des historiens. On est en face d'une masse documentaire qui est
qui est inégal, qui est une sorte dans l'état de palimpseste, comme disent les historiens. Donc, il y a plusieurs couches, il y en a qui sont effacées, il y en a dont il ne reste que des traces, mais d'autres qui sont encore vives, qui sont comment dire, qui bavardent, j'allais dire. Tout cela est de l'ordre de l'archive. Il y a une ultime définition de l'archive, et qui, pour moi, correspond le plus à l'énoncé bourguibien, c'est la définition de l'archive comme arché. Allez, je ne vais pas faire des références savantes trop longtemps, c'est-à-dire comme, c'est Derrida, je crois, qui utilise ça, ça veut dire comme le moment, le commencement et le commandement. Or, l'archive, la parole bourguibienne, est de bout en bout un récit du commandement toujours recommencé. Et en cela, elle interroge les historiens. Je vais essayer de dire 2 ou 3 mots, mais je m'empresse de dire que mon propos sera resserré. Je ne vais pas en quelques pauvres minutes dire tout de ce corpus-là. Je vais essayer d'aborder le corps à corps entre Bourguiba et ses seconds, ses lieutenants, ses compagnons, qui est une constante du parcours du combattant suprême. Mais avant d'aborder ça, j'aimerais dire que pour entrer dans l'archive Bourguiba, il faut d'abord la débarrasser d'une certaine sainteté, j'allais dire. Il faut débarrasser le Bourguiba de notre idolâtrie. On appartient, une grande partie d'entre nous, à une génération qui était à la fois peut-être révoltée, mais constamment fascinée par le personnage, son discours, sa parole, ses apparitions. Il faut se déprendre, le premier geste, si vous voulez, de sécularisation du discours bourguibien et de se déprendre de cette sainteté, de cette hagiographie. Donc, de séculariser ce discours. La première chose. Restituer aussi une certaine étrangeté, transformer ce que Mohamed, mon copain, appelle un témoignage ou une histoire ou un mythe, le transformer en archive suppose lui restituer un peu d'opacité, se défamiliariser littéralement du personnage, parce qu'il a saturé notre existence et il nous est trop évident, trop familier. Comment procéder? Parce que c'est un exercice facile à dire, hein, c'est comment faire? À mon avis, le premier geste, c'est d'essayer de retrouver les discordances d'abord, et les concordances aussi, dans cette masse de discours, les étrangetés, les blancs, parce qu'il y en a aussi, les absences, et aussi essayer d'interroger chaque discours par rapport à sa pertinence. Ça veut dire en quoi il nous dit, en quoi il nous parle des contextes. Je vais prendre un petit exemple qui est assez connu pour dire que le discours bourguibien se prête à chaque fois à plusieurs lectures et qu'il est peut-être moins familier qu'on ne le croit. Il y a un discours qui est très connu, qu'on voit tout le temps sur la toile et qui est surtout partagé par de jeunes gens qui sont entrés assez vite en politique après la Révolution, qui est le discours, bien sûr, du Palmarium. Tout le monde le connaît, on l'a assez écouté, on le réécoute avec beaucoup de plaisir, pour ma part en tout cas, assez souvent. J'aimerais interroger la pertinence pour les historiens de ce discours-là. Ce discours, c'est un exercice de rhétorique incroyable, magnifique, une leçon de politique, de géopolitique, comment dire, de bienséance, presque de politesse, administrée à un sous-Nasser, voilà, un Nasser d'opérette qui était Gaddafi, pour lui dire voilà comment on parle politiquement. Jusque-là, je crois que c'est ce qu'ils ont perçu tout de suite, les jeunes gens qui le partagent avec beaucoup de jubilation, beaucoup d'euphorie sur Internet. Ils ont un peu retrouvé un anticonformiste, un des leurs à peu près, sautillant, amusé, qui assène des sobriquets à Gaddafi et qui ne bouge pas, le pauvre, et avec un sourire jaune, un peu figé tout le temps. Mais après cette performance, à quoi on assiste? L'historien, quand il lit ce texte-là, oui, on est devant un exercice magnifique, incroyable, mais après, est-ce qu'il nous parle de géopolitique réellement? Est-ce qu'il est programmatique? Est-ce qu'il est significatif de la politique bourguibienne?
on a beau s'écarquiller les yeux, pas du tout, puisque quelques mois après, Bourguiba, celui qui a donné une leçon incroyable, va signer les accords de Djerba. On est, on est en plein paradoxe. On est en plein paradoxe. Euh, L'historien ne se contente pas de ça, parce que l'historien a un fétiche qui s'appelle le contexte. Donc, en rapportant ce discours-là au contexte, il y a des connexions, il y a mal donne, j'allais dire. Mais il n'y a pas que ça. Mais on peut se dire aussi que, bon, certains se souviennent que Bourguiba a de vagues ascendances tripolitaines. On le sait tous. On sait qu'il a toujours dit que ce pays-là est trop étroit pour mon génie. Mais enfin, ça n'explique pas tout. Peut-être aussi le rêve de Tanger était encore présent dans sa tête. Parce qu'on a beau dire l'idée maghrébine était un leurre, moi je ne le crois pas. Je crois que tous, depuis le Caire, pour Bourguiba, comme après, l'idée maghrébine, quoique malmenée, dissipée, n'a jamais disparu de l'horizon, en tout cas d'un petit pays sans pétrole, sans beaucoup de richesses comme la Tunisie. Donc on peut trouver des hypothèses, on peut formuler des hypothèses. Mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que ce discours-là, tout à coup, n'a plus l'évidence qu'il avait. N'a plus l'évidence, ce discours d'apothéose de la parole bourguibienne, d'un Bourguiba en possession vraiment de toute sa forme, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, Fethi. Donc, on peut prendre d'autres exemples. La parole bourguibienne est inégale. Elle est parfois exaltée, paroxystique. Parfois, ça s'agit. Elle essaie de se couler, d'accepter un peu l'histoire, de se réconcilier avec l'histoire. Je prends deux types de textes, deux types d'énoncés. Il y a l'énoncé qui a été exhumé dernièrement par un de nos chers disparus, c'est Azdin Gellous qu'on vient de perdre. Il y a un immense intellectuel qui a exhumé ce qu'on a appelé, ce que certains historiens ont appelé le testament de Bourguiba. On découvre un autre Bourguiba, pas le Bourguiba des conférences dont parlait Mohamed Kar tout à l'heure, un autre Bourguiba qui essaie de se réconcilier avec le grand récit de la réforme. Une réforme qui commence il y a longtemps et qui ne commence pas avec Bourguiba en tout cas, qui commence de Khairuddin, et dans Bourguiba serait un peu le sceau des prophètes, j'allais dire, mais en tout cas, Bourguiba abordé par lui-même comme enchaînant dans une série glorieuse, certes, mais qui est en tout cas un discours assez modeste. Ce discours-là, il entre dans une sorte de collapsus avec le discours, le narcissisme, l'hyperbole narcissique incroyable qu'on a vu dans les conférences à l'IPSI, les conférences au campus, où on retrouve l'histoire démiurgique, le tabula rasa. Avant Bourguiba, il n'y avait rien. Après, il y a tout. C'est Bourguiba, le démiurge de la nation. Bourguiba qui raconte notre roman national à la première personne, sa personne propre, bien sûr. Tout cela, donc, c'est vous dire qu'il y a dans cette archive et ces archives, au pluriel comme au singulier, il y a matière à réflexion. Moi, je m'en vais les interroger un peu par rapport à une question. Bourguiba a construit tout son leadership de bout en bout sur un ressassement de son ascension, un ressassement du leadership. Dans cette histoire-là, dans ce récit, que je veux réduire à l'état d'archive, donc dans ce récit, il y a une scène primitive. Pardon, les Benslem, j'utilise un jargon qui n'est pas le mien. Bourguiba n'est pas l'homme moulou, hein, vous inquiétez pas. Mais juste vraiment un emprunt purement linguistique, une scène primitive qui est la scène de la gloire première, mais en même temps de la trahison collective, de la félonie originaire des compagnons. Et ça, c'est la scène, bien sûr, tout le monde a compris, que c'est la scène de Bourges-le-Bœuf. À quoi on assiste? Bourguiba, il fait le récit qu'en fait Mahmoud Matri, auquel je prête plus foi pour ma part que Bourguiba, parce que Bourguiba peut être d'une savoureuse mauvaise foi. En tout cas, le récit, il est celui de la fameuse lettre au général Azan,
qui est une lettre de soumission, de reddition ou une lettre de négociation de leur libération. Il y a plusieurs formulations. Mais en tout cas, que fait Bourguiba? Il la signe, mais en même temps, il exige un PV où il dit « je suis contre ». Donc en fait, comme dit Matri, il est gagnant sur les deux tableaux. C'est le pari de Pascal. Mais ce qui m'intéresse, au-delà de l'anecdote, dans ce geste-là, dans cet acte-là, c'est que le soin pris dès le départ, dès cette scène première, de soigner, en fait, une ambition à venir. En fait, de dire, moi, j'ai rendez-vous demain avec l'histoire, pas eux. Et en tout cas, ce sera sans eux. Il y a une conception, dès le départ, solitaire du leadership, qu'on retrouvera par la suite. Ça, c'est la scène, si vous voulez, primitive. Par la suite, tout le récit bourguibien est toujours, il procède par, vous savez, les épreuves numérotées de Sayah, la première épreuve, la deuxième épreuve, la troisième épreuve, etc. Ces séquences-là, qui sont des séquences de martyrologe, mais en même temps, à chaque fois, des séquences, des récits de la trahison des compagnons, tout le temps. Bien sûr, la deuxième scène, la plus connue, celle de la radicalisation du mouvement national. Aïe, 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 ben, je vais faire vite. 15 minutes, c'est ça? 5. Décidément. C'est la scène de 38, forcément. 38, où comme l'a rappelé tout à l'heure, a été prononcée la fameuse phrase « Je veux que le sang coule », rapportée par Mahmoud El-Matri. Le problème, on a toujours, nous autres, qui fascinés par Bourguiba, les enfants de Bourguiba, pour simplifier. Bon, il a été un peu père fouettard de temps en temps, mais enfin. Donc, on disait toujours, le discours radical nous fascinait. Nous étions de ce côté-là. Pas le discours un peu modéré, mou du genou, j'allais dire, comme disent les jeunes en France, de Mahmoud Matri, qui était trop sage, trop gentil. D'accord. Le problème, c'est que le protocole de départ entre les néos était d'aller au peuple, mais avec un discours, comment dire, où le sang ne coule pas, avec un discours qui économise la vie des Tunisiens. Donc, on ne sait pas, il y a deux récits. Il y a le récit de Bourguiba qui veut radicaliser, qui veut qu'on passe à une autre étape de l'Azahama, et il y a le récit de l'homme fidèle à un protocole et qui était atterré, ce sont ses propres mots dans ses mémoires, par cette fougue, ce leadership qui lui échappe. Il était largué au sens large, au sens strict, pardon, du terme. Donc, bien sûr, la troisième scène, je fais vite, hein, comme je peux, c'est la scène de la philonie yousfiste, de la sédition yousfiste, qui est si on prend le discours de Kérouan, qui est une réplique, une réponse au fameux discours de Jama' Zitouna de Benious. On l'a lu trop vite. On l'a lu comme la réplique d'un homme sage, qui connaît sa politique sur le bout du doigt, à un ambitieux, à un politicien au petit pied. En tout cas, c'est la version bourguibiste, hein, qui dit ça. En fait, le discours de Kérouan est beaucoup plus que ça. Non seulement on assiste à une sorte de permutation des statuts et des rôles, parce qu'on retrouve Bourguiba, pour le coup, dans le rôle de Mahmoud Matri, très sage. La politique des étapes est née dans ce discours-là. Et cette politique-là se réconcilie avec le protocole Matri, pour lequel il s'est engagé. Et en même temps, qui on retrouve dans le rôle de Bourguiba? C'est Ben Youssef, le rôle du radical, de l'exalté, de celui qui veut tout de suite. Donc, ce discours-là se prête là encore, transformé en archive, peut se prêter à l'interrogatoire autre de l'historien. On peut retrouver aussi autre chose, parce que Ben Youssef, derrière Ben Youssef, se profile quand même un autre leadership menaçant, celui de Nasser. Et donc, Bourguiba, il ne fallait pas que chez lui, Nasser puisse avoir des pions. Donc, ces discours-là se prêtent, donc ce corps à corps, ce leadership affirmé et raconté peut être lu autrement. J'ai encore 3 minutes. Oui. Mon cher Hichem, il faut rappeler que le discours de Kérouan, c'est après la signature des conventions d'autonomie interne.
Donc, pas de Bourguiba Je parle défendait de son le copain. principe de l'autonomie interne comme étape, n'est-ce pas, et non pas comme finalité ultime. Sid Ahmed, permets-moi quelques outrecuidances d'historiens insatisfaits partout. Mais bien sûr, je ne parle pas de ça. Je parle du rapport Ben Youssef Bourguiba. Je ne parle pas de tout. Si tu me donnes 15 minutes, je peux en parler. Donc, juste un dernier mot pour conclure, parce que j'en suis au tiers de mon laïus. Pour conclure, c'est la transfiguration du Raïs, du Zaïm au Raïs. Le moment de la transfiguration, là je reviens un peu en arrière, je rétropédale, c'est bien sûr la scène de la goulette. La scène où il s'est senti un destin, une sorte de fusion entre, entre la nation, cette fois-ci, pas le néo-destour, pas les compagnons, pas les co-leaders, non, la nation elle-même et lui-même. Ici, la vocation, tout découle de là, la vocation à la limite monarchique de Bourguiba, parce que le discours du 25 juillet, c'est le discours d'un monarque qui en destitue un autre. Et il faut le dire comme ça. Bon, le monarque n'est pas ce qu'il est. Le bey, Palo est vraiment n'était rien face à l'immense Bourguiba. C'est une autre histoire. Moi, je veux juste parler de cette substitution des rôles. Donc, cette transfiguration commence à ce moment-là et continue dans le même récit de la trahison. Bourguiba, dans un texte terrible du 3 septembre 1974, dit tout de suite, j'ai toujours été trahi par les miens. Et de tout de suite après, il dénonçait quasiment tout le monde. Je crois qu'il reste Sifoued, Mohamed Sayer, Alal El-Aouiti et peut-être qui ont échappé à la vindicte. Il a attaqué tout le monde l'a trahi. Ce discours, moi ce que je voulais dire, mais là je n'ai pas le temps de développer, ce discours de la trahison est constitutif du discours du leadership bourguibien.